Est-ce que vous vous êtes déjà battu? Est-ce que vous aviez un mec à la maternelle? Quel est votre premier souvenir? Quand est-ce que vous avez renoncé à être vulcanologue? Comment est-ce que vous choisissez vos vêtements? Comment c'était le collège dans le Calvados dans les années 70? Chiant. Ah ouais. Élise Lucet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Small Talk. Quand on dit Small Talk, on veut dire quand même généralement petite conversation polie et superficielle. Ah merde. Alors qu'on pourrait dire que c'est l'exact opposé des conversations que vous avez généralement avec les gens dans Cache Investigation. Mais bon, l'idée qu'il y a quand même derrière Small Talk, c'est que c'est intime, c'est sincère, et donc l'idée c'est que ce soit pas superficiel quand même. On va essayer. C'est juste que ça va être agréable pour tout le monde, a priori, contrairement à quand vous interrogez. Je vais pas vous rentrer dedans. Les patrons du CAC 40. Promis. Vous avez grandi dans le... Alors, je vous vois. Ouais, c'est très bien parce qu'on se connaît pas beaucoup. Exactement, mais c'est une exception. Normalement, il y a que 2 personnes jusqu'à vous que vous voyez dans les interviews. La première, c'était François Hollande. Oui. Et la seconde, c'était Léa Salamé. Ah. Et en fait, c'est quand j'ai préparé l'interview, le vouvoiement est venu, mais un peu parce que, en fait, je pense que de la même façon, je pense qu'en fait, vous voyez les gens qui m'impressionnent énormément, et vous faites partie de ces gens-là. Voilà. Donc, je suis désolée, David, de vous impressionner, parce que je suis pas là pour vous impressionner du tout. Hein. En revanche, vous pouvez me tutoyer. Ah, ça va être compliqué. C'est compliqué. Ouais. Vous là, ça va être compliqué. Vous avez grandi dans le Calvados. Pourquoi? Tout simplement parce que mes parents bossaient là-bas. Mon père était prof dans un lycée agricole à l'époque. Maman était directrice d'école. Oui. Et j'ai eu un bol fou, en fait, parce que moi, j'ai grandi dans un espace de liberté totale. Oui. Souvent, je regarde les gamins dans Paris, je me dis, oh, les pauvres, mais je me dis qu'ils sortent de leur immeuble, ils doivent traverser un boulevard, c'est hyper dangereux, ils vont dans un micro-square, et puis tout le monde les surveille, puis il y a des chiens, et puis il y a des gens, et puis ça crie, tout ça. Moi, c'était tout l'inverse. Je partais le matin en vélo. Et les parents nous faisaient un petit panier de pique-nique et on revenait à 18h et on avait fait ce qu'on voulait. On avait construit des cabanes dans les arbres, on avait chassé des salamandres, on avait piqué des bonbons, on avait fait n'importe quoi. On revenait dégueulasse, crotté. Et je me souviens que maman souvent nous déshabillait sur le perron et nous laissait en slip sur le perron et au bain et les fringues à laver à la machine tellement on était mais vraiment crottés de partout. Et c'était bon, c'était la liberté. Et donc votre appartement, là où vous viviez, c'était maison à l'intérieur d'un lycée agricole. Ouais, ça faisait partie de tout un truc de lycée agricole. Alors, vous imaginez la chance, parce qu'il y avait à exactement 20 mètres de chez moi, un terrain de basket, 2 terrains de basket, un terrain de hand, un terrain de foot, un terrain de rugby, un théâtre. Évidemment, on avait trouvé le soupirail par lequel rentrer dans le théâtre en douce. Les salles de classe, ça nous intéressait pas des masses. Une ferme où il y avait des vaches, des bottes de foin, on faisait des cabanes dans les bottes de foin. Qui servait à former donc les lycéens. Mais mais sauf que le week-end, ils étaient pas là. Ils étaient partis, donc c'était notre territoire. Et les moissonneuses-batteuses. Et tout. Mais vraiment, c'était un truc de liberté totale, d'apprentissage de la nature. Et puis, je pense qu'un truc qui m'a vachement servi d'apprentissage des racines, c'est-à-dire d'avoir un rapport très clair avec la terre et de jamais me sentir perdu nulle part, en fait. Quel est votre premier souvenir, le premier souvenir de toute votre existence? Est-ce que vous l'avez identifié? Non, ça me vient pas. Je peux vous dire que j'ai un souvenir d'école maternelle, qui était super cool aussi, avec Madame. Alors c'était pas Madame Jambin. Madame Jambin, ça c'était en CM2. Elle était directrice de l'école primaire. Et mince, j'ai oublié le nom de ma super institutrice d'école maternelle. Et c'était super. J'avais mon premier fiancé, il s'appelait François. C'était ma question d'après. Est-ce que vous aviez un mec à la maternelle? Bah oui, François. Voilà, François. Ouais, François. Et alors, c'était une toute petite école maternelle. Maintenant, c'est devenu un CDE, donc centre de documentation, etc. Et il y avait une toute petite cour avec un tout petit bac à sable et tout. Et moi, je trouvais que c'était immense. Oui. Immense. Je trouvais que c'était vraiment super, quoi. Et il y avait l'école primaire juste à côté. Et moi, j'avais pas très envie de grandir, en fait. Je me disais qu'on était bien, là. Et avec François, en quoi consistait votre relation? On se tenait la main. Oui. Ah non, mais attends. Je pense même qu'on a dû se faire des petits bisous sur la joue. C'est précoce quand même. Il y a des fois... ouais, bisous sur la joue, joue. Hein. Sur la joue, oui, d'accord. Joue. Parce qu'il y a des fois, les relations à la maternelle, ça consiste tout simplement à dire qu'on est ensemble. Et c'est tout. Voilà, c'est une sorte de, c'est comme un statut. Non. Là, on se tenait la main. On se tenait la main. On jouait au bac à sable ensemble. On devait s'échanger des jouets. Et puis il me défendait si jamais j'étais attaquée et inversement. Il est où François aujourd'hui? Je sais pas du tout.
Je sais pas du tout. Il est peut-être resté dans le Calvados, lui. Ah, c'est possible. Ouais. C'est vous l'avez possible. perdu de vue, vous êtes perdu de vue dès la fin de la maternelle? Oui, assez rapidement. Non, je crois à la fin de l'école primaire Oui. ou un truc comme ça, il a dû partir ou je peux pas vous dire. Mais vous voyez, ça reste un beau souvenir en tout cas. Quel est votre premier souvenir d'actualité? Actualité quand même, les premiers pas sur la Lune. J'étais petite. 1969. Ouais. J'avais 6 ans et on était, je crois, parmi les premiers à avoir une télé. Et là, ce truc est annoncé et là, la maison s'est remplie de 50 personnes. Et donc, le salon était rempli. Il y en avait partout, sur les canapés, sur deux chaises, assis sur le tapis et tout ça. Et on a passé... et alors moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Pourquoi tout le monde vient et tout? Et on disait, le premier pas sur la Lune, le premier pas sur la Lune. Moi, je regardais la Lune, je me disais, oh, n'importe quoi, c'est pas possible. Et là, on voit sur ce vieux téléviseur en bakélite apparaître cette image un peu scratchante, noir et blanc et tout. Et je pense que la magie a opéré sur tout le monde. Et sur moi, en tout cas. Y compris sur vous à 6 ans. Ouais. Et là, moi, je me suis dit, je veux être astronaute. C'est évident. Ah bah oui, moi, je veux être Neil Armstrong. Oui, enfin, formidable. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est le mélange entre le rêve et la réalité. Donc, vous me dites, souvenir d'actualité, c'en est un. Mais en fait, c'est la seule image d'actualité qui fait un pont, je crois, entre le rêve inaccessible et la réalité. Et où on se dit, bah ouais, c'est possible. Mais ce truc qui est un peu dingue avec le fait d'avoir marché sur la Lune, c'est que, en fait, ça reste le truc le plus cool, le plus spectaculaire qu'on ait fait, en fait, visuellement en tant qu'espèce humaine, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait d'aussi cool. C'est depuis, quoi. C'était vraiment le summum. Peut-être qu'on va le refaire et peut-être un jour on marchera sur Mars. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a jamais eu rien d'aussi spectaculaire. Non, il n'y a pas une image qui a supplanté ça, je pense pas. Et puis, ce côté, je crois, personne ne savait si ça allait marcher. Donc il y avait un vrai suspense comme dans un film. On voyait la capsule qui arrivait, alors ils vont à l'unir, ok, est-ce que la porte va s'ouvrir? Oui, la porte s'ouvre. Est-ce qu'il va descendre l'échelle? Oui, il descend. Est-ce qu'il va marcher? Oui, il marche sur la Lune. Et on vivait tous en direct, donc c'était complètement dingue. Oui, c'est ça qu'on a peut-être un peu oublié, c'est que en fait, il y a eu beaucoup d'attentes devant des trucs en fait, on savait pas si ça allait marcher, et surtout c'était très long, quoi. Ça a duré des heures et des heures. Oui. Et nous, on entendait Houston. Moi, je me souviens Houston. Je me dis, c'est quoi Houston? Moi, Houston, je croyais que c'était le chef. Allô Houston, moi je me suis dit, bon, le chef s'appelle Houston. Ok. Votre papa, il était donc prof, mais il était aussi chanteur. Oui. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il chantait? Alors, il chantait ce qu'il écrivait. Et ça change beaucoup, je trouve, parce que je crois qu'avant d'être un chanteur, c'était quelqu'un qui adorait jouer avec les mots. Et donc, c'était un mélange entre Brassens, Bobby Lapointe, Brel peut-être un peu. Enfin, c'était de la chanson à texte. Et ce qui est super chouette, c'est que très vite, ça apprend, je pense, quand on est gamin, à jouer avec les mots, à avoir cette envie-là, à entendre. Nous, à la maison, on parlait quasiment toujours en second degré. Toujours. Il y avait toujours du second degré à la maison. C'est-à-dire que ça partait sur une conversation sérieuse, puis à un moment, tac, ça brillait. Et donc ça, c'est super parce que ça vous apprend à avoir une élasticité de cerveau et puis à pas se prendre au sérieux, je crois. Vous vous souvenez d'une chanson en particulier qui chantait? Oh non, mais j'en connais plein. Mais je peux pas vous les chanter parce que je suis nulle. Mais moi, quand j'étais petite, mon père faisait des concerts dans des MJC ou même dans des salles beaucoup plus grandes et tout ça. Et régulièrement, maman nous emmenait. J'étais la première devant sur la scène et j'avais qu'une peur, c'était qu'il se plante. Et donc, c'était moi le souffleur. J'étais en face et je toutes les paroles. Alors, j'en ai oublié pas mal. Mais c'est des bons souvenirs parce que les musiciens venaient à la maison. Ça ramenait de l'oxygène à la maison. Moi, je suis pas une fille de prof, je suis une fille de prof, enfin de hussard de la République, mais aussi une fille d'artiste. Et du coup, ça fait un chouette monde, quoi, dans lequel on se balade. Et une fille de la nature en plus. Votre chambre dans la maison du lycée agricole, à quoi elle ressemblait? Quand vous rentrez, il y avait quoi au mur? C'est pas trop ma chambre préférée. Ma chambre préférée, c'était ma chambre de la maison qu'on a eue quand j'ai 13 ans, qui est toujours une maison normande à Colombage. Et moi, j'avais, vous voyez, il y a le pignon de la maison et j'avais la chambre qui était juste sous le toit, comme ça. Et il y avait un grand... alors, c'était pas Velux, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un Velux, mais une lucarne. Et je regardais les avions passer et je me disais, un jour, je serai dedans.
un jour je serai dedans, parce que c'est trop petit ici, c'est trop petit, il faut que je m'en aille. Des avions militaires ou des avions... Non. En fait, c'est la ligne entre Paris et les États-Unis qui passe au-dessus de la maison. Alors, ils sont très très hauts, mais on les voit quand même. Ils passent là. Et moi, je me disais ça, et sur les murs, il y avait beaucoup de photos de volcans. Parce que j'étais dingue de... Fan de volcans. Ouais, je voulais être volcanologue aussi. Mais ces voyages, vous les avez faits avec vos parents, justement? Énormément. Ouais, on s'est baladé, puis on s'est baladé un peu à la route en tente canadienne, avec une 2 chevaux, avec là, notre voiture la plus grosse, c'était une R16. Je me souviens, là, on disait que c'était le luxe. La R16, j'ai connu ça. On est quand même parti en Yougoslavie en 2 chevaux. Yougoslavie communiste. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre... Et Grèce des colonels. Ouais. Et donc, non, la Yougoslavie, dans les années 70. Ouais, 72, 74, 75, 76 dans ces eaux-là. Et moi, je me souviens que la Yougo, ça a été compliqué compliqué et hyper formateur parce que c'est le premier pays où j'ai vu que les gens avaient faim. Et qu'ils étaient pauvres, parfois crasseux. Et tout à coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ont pas le supermarché à côté? Pourquoi quand on va dans le supermarché, le rayon beurre, il n'y en a plus, jambon, n'en parlons pas, briques de lait, il y en a 4. Et je me souviens que maman devait se lever à 5h du matin pour faire les courses, pour qu'on ait à manger. Et donc là, c'est une prise de conscience de l'autre et de l'autre manière de vivre et de ce que c'est qu'un pouvoir politique. Alors je pense que je ne comprenais pas tout, parce que je devais avoir 7 ans ou 8 ans, mais quand même, je comprenais que ça avait un impact extrêmement fort sur la vie des gens. L'économie en général ou le communisme, l'économie en général, ça je l'ai appris un peu plus tard, mais en gros, vous vous baladez en Espagne, en Italie, vous êtes un peu dans les mêmes modèles économiques. Vous vous baladez en Yugo, c'est pas du tout ça. Et là, vraiment, on comprend à quel point un régime politique peut avoir de l'impact dans la vie des gens, pas de manière formidable, objectivement, à ce moment-là, hein, vraiment. Et en même temps, il y avait des gens super sympas. On a été très bien accueillis. Enfin, la Croatie maintenant est envahie de touristes, mais à l'époque, il y avait personne. Et moi, j'ai un souvenir on était sur une île qui doit être remplie de touristes aujourd'hui. Alors, il y en avait 0. Et on prend un monsieur en stop dans notre R16. Et papa demande à maman de monter derrière pour être avec nous et installe le monsieur devant. Et on était à la nuit tombante comme ça. Et là, il y a un lièvre qui traverse la route. Mon père pile pour éviter le lièvre. Il s'est fait pourrir la gueule parce qu'il venait de laisser tomber l'équivalent d'un rôti qui traversait la route, quoi. Et ça, c'est des souvenirs d'enfants. En plus, on voit son père se faire engueuler. On comprend pas trop pourquoi, parce que le mec, il engueule un Yougoslave quand même. Et après, mon père nous a expliqué, nous a dit, mais non, mais c'est pour ça. Oh, ok. Et c'est maman aussi, fille de paysan, qui a très bien compris le truc et qui a dit, oui, c'est pour ça. Bon élève à l'école ? Très compliqué, je pense que bon élève quand j'avais envie de l'être, même parfois très bon élève. Et le problème, c'est que ça fonctionnait à l'affect. Donc, si je considérais que le prof était con, j'avais pas du tout envie de répondre à ses consignes. Donc, j'ai eu des très bonnes notes et des très mauvaises notes. Et j'ai le souvenir d'une instite qui disait, on comprend parce que ma mère était instite dans la même école qu'elle. Elle dit, on comprend pas du tout parce qu'elle passe son temps à regarder par la fenêtre et en fait, quand on lui demande de répondre, elle répond. Et elle sait quoi répondre. Donc à la fois, vous étiez tête en l'air, mais attentive. J'avais envie de m'échapper, en fait. L'idée d'être enfermée dans une classe, porte fermée, assise sur une chaise, le monde est dehors, il n'est pas là. Et moi, je me suis... Comme la fenêtre de la chambre. Il faut partir, quoi. C'était qui les meilleurs élèves dans vos classes en primaire, vous vous souvenez ? Moi, j'étais pas copine avec les meilleurs élèves. J'étais copine avec Daniel. Et Daniel, lui, il arrivait d'Afrique du Nord. Il passait toute son année en short et en t-shirt, même l'hiver. Il répondait à la maîtresse. C'était un pitre. Il nous faisait rigoler. On a été très copains. Et moi, j'aimais les pitres, en fait. J'aimais plutôt ceux-là. Les bons élèves, je m'en souviens pas. Je me souviens dans mon école primaire, quand il y avait des camarades qui étaient les fils d'instituteurs de l'école, il y avait toujours
Il y avait une petite méfiance, que genre, est-ce qu'ils n'ont pas un traitement de faveur, ou alors est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils sont pas faillots, est-ce qu'ils vont pas rapporter à la maîtresse. Il y avait un peu ce truc. Pas trop, non, parce que du coup, moi, j'étais du côté plutôt des branleurs, on peut dire, de ceux qui étaient rigolos. Et puis, il y a un truc qui a vraiment assis ma réputation dans la cour de récré, c'est que j'ai commencé à faire du judo. Et il y avait, comme dans toutes les écoles de toutes les époques, 3 ou 4 harceleurs, et qui évidemment s'attaquaient aux faibles. Et un jour, je devais avoir ma ceinture jaune en judo, donc j'étais pas très loin. C'est la deuxième après la blanche. Voilà, j'ai chopé le meneur des harceleurs, et je lui ai fait une prise, et il est tombé par terre, en public, devant tout le monde, dans la cour de récré, devant ses potes. Et là, je suis devenue celle qui défendait les faibles. Ippon Seo-Inage sur le bully. Ouais, alors c'était un des premiers trucs qu'on apprend, la prise où on fait ça. Osotogari. Voilà, c'est ça, Osotogari, bravo. Ouais. Vous avez fait Osotogari au harceleur, et il a plus jamais harcelé. Et du coup, réputation, respect, quoi. Donc du coup, j'étais pas du tout celle qui allait moufter et raconter ça, raconter les trucs et cafeter aux profs. J'étais plutôt, dès qu'il y en avait un qui commençait à emmerder les faibles, il venait me chercher, genre, fais-lui une prise. Justicière de la cour de récréation. Mais donc ça a l'air d'être un enfant modèle. Vous aviez des défauts ? Pas trop, non. Non, pas trop. J'étais, je pense, extrêmement distraite. Oui. J'avais pas toujours des bonnes notes. Moi, j'ai une sœur qui avait 2 ans d'avance à l'école, qui a très, très, très bien réussi tout ça. On me compare, grande sœur, on me comparait toujours à elle. Non, j'étais vachement moins bien. J'étais pas dans le moule. Oui. Après, j'avais une maman instite qui disait, moi, j'aime bien les gamins qui sont pas dans le moule. Oui. Elle disait, on a le droit de pas être scolaire. Et donc, moi, j'étais, à mon avis, le minimum scolaire pour qu'on m'emmerde pas trop. Mais donc, elle préférait votre façon d'aborder l'école que celle de votre sœur ? Non, elle a adoré que ma sœur réussisse parce que mes parents sont tous les deux de milieux modestes. Maman, fille d'agriculteur, papa, fille de cordonnier bottier. Et les études leur ont permis de s'en sortir. Donc non, les études, c'était super, c'était bravo. Et ma sœur, elle a super bien réussi. Et c'était bravo. Elle a fait quoi après comme études ? Après, là, elle est prof d'université en littérature théâtrale. Génial. À Rennes. Oui. Et elle écrit des bouquins. Et son parcours est super. Et après, je pense qu'on peut pas, quand on est le deuxième, avoir le même parcours que le premier aussi. C'est important de se différencier. Et puis, c'était mon caractère. Donc, vous avez été justicière dans la cour de récréation. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose de cruel ? Justicière. Tout de même. Péter la gueule au bully, c'est quand même... aux petits chaussons, quand même. Est-ce que vous vous souvenez de choses cruelles que vous avez faites quand vous étiez enfant ? Je pense à des animaux. Quand on est enfant, on arrache les pattes des araignées, on veut disséquer une grenouille. Voilà, il y a ce côté science naturelle à la sauvage, quoi. Et ça, j'ai fait, J'ai cassé des coquilles d'escargot. Cruel à des enfants ? Non. Je pense pas. Non, je pense pas. Et puis on était plutôt en bande, donc il y avait ce côté collectif qui était plutôt sympa. Je me souviens des trucs de l'enfance où en fait on dit quelque chose et on fait oula, j'ai fait de la peine, et des choses auxquelles je pense encore maintenant. C'est pas des horreurs, mais des petites phrases un peu qui étaient faites pour être méchantes et dont j'ai honte encore 35 ans plus tard. Moi je crois pas parce que j'étais timide en fait. Ouais. J'étais une grande timide, donc du coup je pense pas. Je pense que moi j'aimais bien être dans l'action, j'étais pas dans les paroles blessantes, même pendant longtemps. Je me souviens des gens arrivés à la maison, ça va faire marrer plein de gens, mais je me cachais dans ma chambre parce que j'avais peur de dire bonjour à des gens que je connaissais pas beaucoup. Et je devenais toute rouge et je pouvais pleurer tellement j'étais timide. Bon, ça a peut-être un peu changé depuis. En tout cas, je vis ma timidité différemment. C'est un truc que je me demande toujours sur les enfants. C'est vraiment des fois, qu'on veut leur dire bonjour, ils se cachent juste derrière la jambe ça, c'est drôle. De leur mère comme ça. Oui. Et en pensant que, je sais pas, ils sont protégés juste parce qu'on voit pas ce bout-là de leur visage. Bah oui, parce que comme ils voient pas, on les voit pas. Exactement. Bah, c'est la pensée magique. En fait, si. Mais c'est super les pensées magiques. C'est pratique. Il y a un objet de votre enfance qui vous a marqué, que vous avez gardé ? Alors j'ai plein de cailloux.
que j'ai ramassé partout. J'ai un panier entier de cailloux avec des pierres volcaniques, des fossiles, des cailloux qui ne parlent qu'à moi. J'ai quand même trouvé, je me souviens à côté de la maison, d'ailleurs il faudrait que je le retrouve, un objet qui, je pense, est une arme préhistorique, qui est un truc qui tient dans la main. Et il y a juste l'encoche du pouce comme ça, et c'est taillé en biseau, donc vraiment j'imagine pour découper des peaux, des trucs comme ça. Alors ça, moi, ça m'a fait complètement fantasmer de me dire, j'ai dans la main un truc qu'un homme ou une femme préhistorique a eu dans la main. Waouh! Mais c'est une information que vous avez déduite seule ou vous avez fait expertiser votre caillou? Alors, je suis revenue, je pense que je devais avoir quand même 8-9 ans. Moi, je m'intéressais beaucoup à ces trucs-là. Et je suis revenue en disant, cette pierre n'est pas normale, elle est taillée. Et effectivement, ça se voyait, elle était taillée. Et là, je ne sais plus qui dans la famille l'apprend en disant, bah tiens, regarde, tu vois, c'est un outil. Et ça se prenait comme ça. Et après, je pense qu'on est allé jusqu'à voir un prof d'histoire qui a dit, oui, c'est ça, effectivement. Et il y a même un petit fossile sur ce truc. Et après, je ramassais des coquilles d'œufs d'oiseaux sauvages. Ça, c'est magnifique. Quand vous avez la moitié d'une coquille vert pâle qui reste dans votre panier pendant 8 ans ou 10 ans, puis vous dites, tiens, un petit oiseau qui est sorti de là, il est comment maintenant aujourd'hui? Est-ce qu'il est vivant ou pas? La trace d'une petite vie, quoi. Et quand est-ce que vous avez renoncé à être vulcanologue ou astronaute? Eh ben, astronaute, franchement, à l'époque, tout le monde vous disait que c'était injouable. Il n'y avait pas l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, tout se passait aux US. C'était que des hommes, on va se parler franchement quand même. La première, c'était quoi? C'était Claudie Aigneret, je crois, c'est ça? Oui, en France. Là, pour le coup, c'était l'ESA. Mais, et vulcanologue, j'ai renoncé parce que j'ai écrit une lettre à Haroun Taziev qui très gentiment m'a répondu. Je devais avoir 11 ou 12 ans ou 13 ans. Cher Haroun Taziev, je m'appelle Élise, je rêve d'être volcanologue, j'aimerais tellement te rencontrer, est-ce que tu peux me donner des conseils s'il te plaît? Ma chère Élise, je suis très contente, sauf qu'à la fin de la lettre, après 2 paragraphes hyper sympas, il y avait je te conseille de faire une agrégation de maths et une autre de physique. Ça calme. Ça calme. Donc je me suis dit... Et le bol que j'ai eu, c'est quand j'étais jeune journaliste, j'ai rencontré Haroun Taziev. Et je lui ai raconté cette histoire. Et j'ai été mais vraiment trop émue de pouvoir l'interviewer, de l'avoir en face de moi. Parce que pour moi, c'était un héros. J'avais 3 héros dans les volcanologues. Haroun Taziev et le couple Kraft, Maurice et Katia Kraft. Qui était vulcanologue aussi. Qui était vulcanologue, qui se déplaçaient sur tous les volcans du monde ensemble et qui sont morts dans une nuée ardente ensemble, je crois, en Indonésie, si mes souvenirs sont bons. Et ils avaient, comme le commandant Cousteau, ils avaient souvent des petits bonnets rouges sur la tête et ils étaient super. Ils étaient incroyables. Et ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient. Eh ben oui. Une nuée ardente. Voilà. C'est pas mal pour des amoureux. C'est pas mal. Pour des amoureux volcanologues, mourir dans une nuée ardente à 60 ans, moi je trouve parfait. C'est ça classe. Peut-être qu'ils auraient préféré quand même ne pas mourir, mais en tout cas, mais puisque c'était nécessaire, autant le faire comme ça. C'est bien rangé. Comment c'était le collège dans le Calvados dans les années 70? Chiant. Ah ouais. À part ma prof de français. Marine Jacqueline. Marine Jacqueline. Jacqueline de son nom de famille. Et à part ma prof de français, j'avais un prof d'anglais, Monsieur Debré aussi, qui était bien. Je faisais de l'allemand. Super chiant. J'ai eu un très bon prof de maths en 6e, 5e, qui était un anarchiste de gauche. Connu parce que je me souviens, il s'appelait Monsieur Pavie. Et on se baladait et il y avait Libéré Pavie. Donc il avait fait de la tôle et tout. Street cred. Street cred anarchiste. Et franchement, super bon prof, j'ai adoré. Et alors, est-ce qu'il introduisait l'anarchie dans les mathématiques ou pas? Non, il était même assez strict. Mais il y avait de la poésie dans ses maths. Parce que moi, je pense que les maths, c'est poétique. Et après, alors j'ai eu un prof de maths, je ne vais pas donner son nom, mais qui n'était pas du tout poète. Et qui nous lançait des craies à la figure pendant les cours de maths parce qu'il considérait qu'on ne comprenait pas. Et là, je suis passée de 19,5 de moyenne à 4 de moyenne en 3 mois. Bah oui, les craies sur le visage, il n'y a pas de raison que ça marche, quoi. Non. Non, mais à l'époque, on dénonçait pas les profs. À l'époque, parce que je sais que d'autres profs l'entendaient hurler dans la classe et savaient ce qu'ils faisaient, et les profs se protégeaient. Vous avez eu aussi Non. Les petits cheveux sur les côtés qu'on soulève?
Jamais eu ça. Ouais. Ni les règles, ni les trucs. Ah oui, ça. Non, jamais, jamais. Et non, il y avait mon instit de CM2 qui mettait Daniel, mon pote Daniel Pitre, sous le bureau. Sous son bureau, pas quand elle était assise, hein. Mais vous savez, les bureaux de directeur ou d'instit, c'était des trucs carrés comme ça, et puis c'était masqué. Donc en fait, il était dans cette petite cage là, il pouvait pas voir le reste de la cage. Une sorte de la prison, quoi. Ouais. Pas cool. Mais moi, je me souviens qu'on faisait encore un truc, je sais pas si ça se fait encore maintenant, c'était au coin. Ah oui. Les mains derrière le dos ou sur la tête. Ah, pas moi. Au coin. Au coin, juste. Oui, si. Oui, comme ça. Voilà, on ne pouvait pas faire comme ça, on était comme ça. Et vraiment ça. ce truc, effectivement, assez humiliant, qu'on est face à un coin comme ça, et ça paraît complètement lunaire, ça, maintenant. Tu t'es mis dans une impasse, mon coco. Oui, voilà. C'est ce que ça voulait dire. Et je me souviens très bien de voir le mur là, mais pendant 45 minutes, une heure. C'était ça. Et ça fait, en fait, on se dit, en fait, j'ai pas envie que ça recommence. Donc ça marchait assez bien, en tout cas, sur moi, quoi. Ouais. Moi, je trouve, oui, enfin, sûrement, ça devait marcher, mais franchement. Oui, à quel prix? Tant mieux que ce soit parti. Ça donnait des gens un petit peu. Comme ça. Comment ils étaient habillés, les gens cool, au collège, dans le Calvados, dans les années 70? Jean, obligatoire. Sweatshirt. C'était le début des sweatshirts. Tout le monde avait un sweatshirt. Moi, je me souviens, j'avais un sweatshirt vert avec écrit Adidas en bleu marine. Ça, je l'adorais. Et j'avais des baskets montantes, donc pas des sneakers. Je pense pas que c'est vraiment montantes, rouges. Et rouge, alors, bleu, vert. Non, mais ça classait. Les baskets rouges, en peau retournée, là, il y avait personne qui avait ça. J'étais la seule. Mais là, vous étiez cool, donc. J'essayais. Vous connaissez quelqu'un au collège qui essaie pas d'être cool, vous? À qui tout le monde essaye, mais la hiérarchie est implacable, et il y en a qui sont désignés comme pas cool, et d'autres qui sont désignés comme l'aristocratie du cool, les princes du cool. Ah non, j'étais pas princesse du cool, mais non, je dirais vraiment. Dans la petite noblesse du cool. Ouais, voilà. C'est ça. Une petite duchesse. Une petite duchesse. Du cool. Duchesse, c'est haut quand même. Non, ah oui, il y a quoi en dessous? Comtesse Il y a comtesse. Alors, comtesse du cool. Baronne. Non, mais comtesse du cool, je trouve ça rime un peu, c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà. Non, jean, oui. Et tous les autres, c'était vraiment. Enfin, le truc qu'il fallait avoir, c'était jean, basket, sweat. Oui. Oui, finalement, en fait, c'est assez comme. Ça pourrait ressembler à maintenant, en fait. Ça n'a pas beaucoup changé, franchement. Ouais. Et qui étaient donc les princes du cool? Les rois et les reines dont on craignait les paroles, qui étaient vraiment les... Normalement, il y a un peu ça. Alors peut-être pas dans le Calvados, je sais pas. Mais... Si, il y a eu. Non, mais moi, je pense que j'ai une capacité, mais vraiment, malheureusement, ça s'est poursuivi par la suite, à me dire, je vais pas rester là, en fait. Oui. Je vais pas rester avec ces gens-là. Moi, je vais faire autre chose. Vous n'enviez pas les princes du cool? Parce que c'est ça la grande force. Comme vous dites, tout le monde veut être cool, tout le monde veut se conformer le plus possible. Pas ce souvenir. J'ai pas ce souvenir. Moi, j'étais dans mon monde. Je trouvais que les ados qui avaient envie de s'embrasser pendant les booms, c'était tragique. Que c'était. Moi, je trouvais ça génial. Je sais, tous mes copains trouvaient ça génial. Et mes copines aussi. Moi, je trouvais ça tragique, mais vraiment, je me disais, mais ça se limite à ça, leurs envies, mais c'est. Et donc, vous embrassiez personne, vous? Si, quand même. Moi aussi, c'est ça, c'est que vous l'aviez, donc pourquoi l'envier? Pas en boom. Mais en fait, je sais pas si c'était pas un moyen d'éluder le fait que je m'y sentais pas très à l'aise, et donc de dire c'est des nazes, machin et tout, j'y vais pas. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il devait y avoir de ça, je sais pas. Mais pour vous répondre sur au lycée, enfin. En primaire, au collège. Au lycée, j'ai commencé à avoir des potes plus... Voilà, que j'ai suivis un peu après. Mais après, je suis partie vivre au Canada, donc même mes potes de lycée, je les ai tombés. Après, j'ai suivi les gens que j'ai connus à partir de 20 ans. Donc, il vous reste personne dans votre vie, dans votre entourage, qui date du collège ou du lycée? Non. Et j'avais un truc, moi, cette impression de... je trace ma route. Oui. J'ai repris des nouvelles un peu de gens, parce qu'il y a des gens qui sont restés un peu dans le coin. Certains ont déménagé. Donc, j'ai eu des nouvelles de fils de profs, voilà. Mais j'ai pas gardé un pote de maternelle, un pote de primaire ou une pote de primaire ou de collège. Est-ce qu'au lycée, il y avait... lycée, c'était donc fin des années 70. Il y avait des mouvements lycéens
Des trop. grèves, des manifs? Non, pas trop. Non. C'était juste après. C'était dans les années 80. Les lois de Vaquet, en fait. Ouais, c'est ça. Et non, pas trop. Mais après, moi, je faisais un mouvement un peu personnel et particulier. Oui. C'est que j'ai été interne en seconde et en première. En terminale, j'ai eu mon propre appartement. Et bizarrement, j'ai été très mal orientée. J'ai été orientée vers un bac scientifique, D, donc c'était maths, physique et sciences nat. Ouais. Sciences nat, ça allait, j'aimais bien. SVT, aujourd'hui, on dit. Ouais. Et ben, j'ai décidé de pas aller en cours de maths et de physique, en fait. Donc c'était ma manif à moi. Ouais. Voilà. Donc j'ai passé... C'est vrai que c'est un mouvement politique, effectivement, de niche, oui, celui-là. Ouais. Et mon les fiancé, qui était un de mes meilleurs potes au début, était punk et changeait de couleur de cheveux tous les jours. Tous les jours? Quasi. Ah, ça prend du Ça temps. classe. En plus. Oui, Mais ça classe. Surtout qu'il avait logistiquement, il faut s'organiser, quoi. Ouais. Il avait une vraie chevelure, donc parfois il avait les cheveux bleus, blanc, noir, rouge, et voilà. C'était votre premier amour? Premier, on va dire, on est restés 2 ans ensemble quand même. Ouais. Oui. Premier sérieux, on va dire. Et il est où aujourd'hui, ce monsieur? Eh ben, il est en Normandie, je crois, mais j'en sais pas beaucoup plus sur lui, parce que nos chemins ont fait vraiment comme ça. Vous avez quand même un meilleur ami qui devient petit ami. Ah oui? Et comment on passe de l'un à l'autre alors? Enfin, j'ai une petite idée de comment ça peut se faire dans les faits, mais qu'est-ce qui switch en fait? Moi j'ai été, je pense ça, le fait qu'il change de couleur de cheveux tous les jours. Il a bien fait. Je me suis dit, waouh, lui, il est pas comme les autres. Oui. Voilà. Qui pourrait penser que ça peut servir à ça? Ça a marché. Et ensuite, ça s'est fini au bout de 2 ans parce que Canada? Oui, parce que Canada, oui. Mais encore une fois, j'étais en train de tracer ma route. Oui. Mention au bac? Ah bah non, mention passable. Mais attendez, déjà que j'ai eu mon bac, bac D, en n'allant pas en cours de maths et de physique. Avec les deux des 3 matières principales. Ouais, bon. Avec des coefficients gigantesques. Voilà. Ouais. Je fais partie des gens qui ont un peu... c'est une arnaque que j'ai le bac. Oui. Et ensuite, donc, études quand même un petit peu? Très peu, j'ai fait des études en langues étrangères appliquées, mais alors là, autre problème, moi j'adorais les langues, du coup j'aurais dû être orientée en littéraire, ratage. Oui. J'ai eu d'ailleurs de très bonnes notes au bac en littéraire. J'arrive en langues étrangères appliquées, je pense que je parlais pas trop mal anglais. Et là, je me souviens un jour, le prof dit de traduction, premier cours, on était un amphi de, 120 personnes. Il dit, bon, alors je vais vous demander de conjuguer sur une feuille le verbe être au présent, au futur, au prétérit. Et là, j'éclate de rire. Je dis, la bonne blague, il est drôle. C'était pas une blague. Ah, donc le niveau était très bas. Voilà. Et donc là, je me suis dit, ok, tu perds ton temps. Et j'ai fait une année de fac flipper, potes, concerts, tout ça. Et là, mes parents ont vu le danger et ils se sont dit, elle est en train de partir en cacahuète. Et je me souviens, à la fête de la musique, ils ont vu mes potes punk qui avaient des crêtes sur la tête, qui étaient c'est l'époque des épingles à nourrice. Et donc, ils avaient des épingles à nourrice dans les oreilles, tout ça. Et là, ils m'ont dit, t'as envie de faire quelque chose? Et je dis, oui, je voudrais partir dans un pays anglophone, loin. Quelle bonne idée! Oui. Ils m'ont dit, quelle bonne idée! Et un endroit où il y a moins d'épingles à nourrice dans les gens. Et si tu vas t'écarter de tous ces gens-là, et ça va être très bien. Ouais. Et je suis partie au Canada, où j'ai appris à parler anglais et où j'ai écrit du Canada une lettre à Radio France, à France 3, leur disant, je ferais bien un stage chez vous en rentrant. Et ils ont dit oui tout de suite? Pas du tout. Ils m'ont pas répondu. Ouais. Je suis rentrée en France. Je suis repartie à Londres. 3 semaines. Je suis revenue. Et là, j'avais plus d'appart en France depuis très longtemps. Et j'arrive chez mes parents en pleine campagne. Je prends la clé planquée au clou. Ouais. J'ouvre la porte. Le téléphone en bakélite sonne. Bonjour, c'est Radio France. Truc de fou, quoi. Et on a reçu votre lettre il y a 6 mois. Et est-ce que vous êtes libre demain? Oui. Et voilà, et ça commence. Et alors, votre premier jour à Radio France en Normandie je m'étais habillée en vert pâle, je me souviens, ce qui n'était pas du tout dans mes couleurs, mais je pensais que ça faisait sérieux. Le vert revient, il y avait quand même le vert du pull Adidas, le vert pâle de Surla et le vert d'aujourd'hui. Et donc, je tombe sur une équipe plutôt jeune. Moi, je les trouvais vieux à l'époque, mais ils avaient 30 ans. Ouais. Mais voilà, et j'ai eu un bol de fou. Je suis tombée sur un rédacteur en chef qui s'appelait Francis Gauguin, il s'appelle d'ailleurs toujours comme ça,
Et nous, on s'est jamais perdu de vue. Et un autre journaliste qui s'appelait Thierry Geffrotin, qui a bossé à Europe d'ailleurs longtemps, et puis une équipe autour de gens qui m'ont très bien formée. Et en fait, je me souviens, donc c'était au début, j'étais stagiaire, et au bout d'une semaine, je me suis dit, mais c'est super, tu vas jamais t'ennuyer en fait en faisant ce truc. Et c'était ça la clé que je cherchais. Je cherchais un endroit où j'allais jamais m'ennuyer, et je l'ai trouvé. Vous vous souvenez de reportages que vous faisiez au début ? Ah ouais. Et un en particulier qui vous a marqué ? Alors, il y en a. Alors, ce que je faisais tous les jours, c'était les week-ends, aller récupérer tous les résultats de sport. Donc, je commençais par la fin du match de basket. Oui. Après, j'allais à la fin du match de foot. Après, j'allais à la fin du match de hockey. Et alors, je demandais à tout le monde ce qui s'était passé. Pendant que j'étais au match de basket, ils me racontaient ce qui s'était passé au match de foot. J'arrivais à la fin du match de foot. OK, je voyais le score, je prenais les buteurs, les machins. Après, j'allais au hockey, je faisais la même chose. Je faisais tous les papiers sport et les interviews de sport pour le week-end. Je faisais des interviews de syndicalistes, de hommes politiques, agriculteurs, chômeurs. Ça, c'était super. J'adorais ça. Avec le Nagra. Avec le Nagra. Enregistreur à bande magnétique. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carte. Ouais. Donc là, tous les journalistes vivent avec du matos très léger, mais à l'époque, c'était le vieux Nagra qui avait son charme. Et le truc qui a, je pense, un peu déclenché les choses, c'est que un jour, il y a une patronne de la Monnaie de Paris qui a volé des pièces de collection. Et évidemment, c'était un truc extrêmement bizarre de voler alors qu'elle était patronne de la Monnaie de Paris. Et elle a revendu certaines de ces pièces à un numismate de Caen. Et le mec était, je me souviens, à côté du château de Caen, dans une boutique. Et c'est comme les banques, vous savez, les portes, il faut appuyer sur le bouton pour qu'ils vous ouvrent. Parce qu'il y a, il y a des objets et des pièces de valeur à l'intérieur. Il n'a pas compris que j'étais journaliste parce que j'avais 20 ans. Oui. Je me souviens que j'avais un impair beige, vraiment le prototype du journaliste. Mon Nagra planqué sous l'impair beige. Oui. Et alors, je rentre et il me dit « Oui, bonjour, vous voulez quelque chose ?» Et là, je pose mon Nagra, je lui dis « Bon, ben voilà, il y a 40 journalistes qui veulent votre interview. De toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir que vous répondiez parce que vous êtes harcelés par les journalistes de Paris et d'ici. Et je suis là autant faire l'interview, et ensuite cette interview elle va se balader partout, donc autant la faire. » Il a hésité pendant une dizaine de minutes, il me dit OK. Et donc je fais l'interview, il m'explique comment on lui a revendu ses pièces, par quels intermédiaires c'est passé, que pas une seconde il pensait que ça venait de la Monnaie de Paris, que machin, que ci, que là, enfin bon bref. L'affaire faisait scandale à l'époque, donc du coup je rentre à la rédac, je dis « Ouah, j'ai eu, c'est bon, j'ai l'interview du numismate et tout. » On passe, nous, à Radio France à midi, ça part à France Inter. Le patron de France 3 qui était au-dessus entend ça sur France Inter. Il dit « Comment elle a eu l'interview ? Pourquoi vous ne l'avez pas eu ?» Il me fait monter dans son bureau il s'appelait Henri Sagnier, qui était le patron de France 3, qui ensuite a créé le 19-1. Et je me souviens très bien de son regard sur moi. Il m'a dit « Vas-y, raconte. Vas-y, raconte. » Et je lui raconte comment je me suis fait passer pour une étudiante, en fait. Et il m'a dit « Bon, bah écoute, bienvenue, tu bosses chez moi quand tu veux. » Et donc après, j'ai bossé avec eux. C'est génial, ces moments de charnière où en fait on fait un bond d'un coup en fait, quoi, c'est ça. Ouais, puis après il faut prouver que c'était pas qu'une fois. Hein. Oui, que c'était pas une chance, quoi. Voilà, parce qu'on dit un bon journaliste est un journaliste qui a de la chance, mais il faut aussi avoir un bon paquet d'acharnement, d'envie, voilà, il y a pas que la chance. À partir de 2012, vous avez fait Cache Investigation. Moi, je me souviens très bien, à l'époque, je travaillais à l'agence Kappa. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui hallucinaient. Ils disaient attends, mais c'est la même Élise Lucet qui présente le journal qui est en train de faire trembler le patron du CAC 40. Ils disaient, mais est-ce que vous avez senti cet écart quand vous l'avez fait ? Bah évidemment. Parce que c'était pas nouveau complètement l'investigation pour vous. Mais non, mais je l'ai senti et c'était même réfléchi. Oui. C'était alors d'abord, moi je me suis jamais contentée de présenter des journaux parce que même chose, je me suis ennuyée au bout d'un moment et j'ai négocié tout de suite avec mes patrons. Très vite, je leur ai dit bon, moi si je fais pas autre chose en marge du JT, je vais quitter le JT. Hop, tu restes. On va te filer un magazine. Donc, j'ai d'abord eu un magazine qui s'appelait Nimbus. Et après, Pièce à conviction. C'était déjà de l'investigation. Grâce à un grand bonhomme qui m'a vraiment appris les bases et qui, pour moi, est mon papa en investigation, qui s'appelle Hervé Brusini, qui est un type formidable, qui a créé l'émission. Il m'a embarqué avec lui, mais c'est lui qui l'a créé. Et après, donc déjà, je faisais JT
et investigation. Mais le 13h, c'est le journal par définition des gens qui rentrent en province chez eux. Oui. C'est le journal tranquille, à la cool. Voilà. De l'autre côté, il y a Pernod, oui. quoi. Oui. Et c'est comme si tout à coup, on mettait Pernod en jupe en train de faire de l'investigation. Oui. Et donc oui, je savais que ça allait créer un schisme parce que c'était pas l'investigation qu'on faisait à Pièce à conviction. Moi, je voulais aller sur le terrain et je voulais aller faire ces interviews un peu serrées. Et même mes copains avec qui j'ai monté Cash, qui s'appellent toujours Laurent Richard et Jean-Pierre Canet, ils m'ont dit au début, mais ils vont jamais te laisser faire. Oui. Ils vont pas te laisser faire à France Télévisions ce truc d'aller emmerder les mecs à la fin d'une conférence ou. Et je dis si. Ils veulent me garder au JT, c'est dans le package. Et donc il y avait ces deux visages en fait. Mais ça. Oui, mais c'est ça qui était drôle aussi, parce que la première année, quand j'arrivais pour faire ces interviews-là, tout le monde se disait c'est la fille sympa du 13h. Et donc je voyais les mecs, j'arrivais, ils étaient grands. Ah, comment allez-vous, Élise ils m'appelaient par mon prénom. Ces fonds et tout cachés dans ces comptes offshore, qu'est-ce que quoi voilà. Oui, c'est ça. Et ça, pendant 1 an, ça nous a rendu des services de dingue. Une fois que l'émission est passée à l'antenne, c'était plus compliqué. Mais l'idée, c'était surtout de déranger la petite musique de la communication, parce que à Pièce à conviction, j'avais une équipe d'enfer et on essayait vraiment et on faisait une émission d'enfer. Mais au fur et à mesure des années, on a vu arriver les communicants partout. Et ils nous répondaient non, monsieur le PDG ou monsieur le syndicaliste ou monsieur le financier ne veut pas vous répondre, ne veut pas répondre à vos questions. Et on disait ça à l'antenne. Et à un moment, je dis non, mais ils sont gentils de dire ça, nous, on va y aller. En fait, on va y aller. Monsieur machin, madame truc, on va y aller. Et il y a bien des endroits publics où ils vont parler et on va poser nos questions. Et c'était ça, surtout, ce truc-là, ce gap-là, qui n'était pas du tout français. Alors justement, normalement, le principe de Small Talk, c'est on parle de tout sauf... Je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue. Mais on fait toujours un intermède promo. Ok. Et donc, c'est maintenant, l'intermède promo. D'accord. Vous sortez un cache investigation sur les influenceurs. Vous avez abordé en gros 3 mondes, celui des influenceurs qui poussent les gens à investir dans des... à faire du copy trading. À faire du copy trading, à investir dans des produits financiers très très risqués. Yes. Un autre monde qui est celui des influenceurs qui participent à des schémas pyramidaux. Le multi-level marketing. Multi-level marketing. Marketing de réseau en français. Et le troisième, c'est les entreprises de paris en ligne qui en fait exploitent les faiblesses de certaines personnes pour le jeu pour se faire de l'argent en grande quantité. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette enquête ? Plein de choses. D'abord, c'est surtout l'enquête de Mathieu Robert, parce que lui, il y a passé 1 an là-dessus. Il est juste à côté. Il est juste derrière la caméra. Il va écouter pour voir si je dis pas de bêtises, mais a priori, lui, il a vraiment plongé dans ce milieu pendant 1 an. Et puis Cash, c'est ça. Hein. Moi, je fais, là, c'est l'instant promo, mais c'est aussi l'instant vérité. Cash, c'est vraiment une équipe de rugby qui monte ensemble. Donc c'est lui, c'est Sophie Le Gall qui a été la rédactrice en chef de cette enquête, c'est Manu Gagné, c'est les enquêteurs juniors qui ont bossé avec lui. C'est comme ça. Cash, c'est un groupe. Et il y a une mise en scène incroyable dans cette émission, parce qu'il faut expliquer des trucs hyper complexes. Et ils ont bossé sur la mise en scène, même les monteurs s'y mettent, ils proposent les JRI, tout le monde bosse ensemble. À un moment, c'est comment on a un truc super complexe et comment on va le faire comprendre, comment on va le mettre en scène. Et c'est hyper important que, en fait, l'investigation soit compréhensible par tout le monde et à la portée de tous, que ce soit pas un truc élitiste. Ça, c'était une vraie volonté au départ de faire ça. C'était super important. On a découvert des trucs de fou. On a découvert comment les influenceurs faisaient miroiter l'argent facile en ne faisant rien du tout, juste en faisant du copy trading, avec des produits financiers ultra risqués, où vous avez 8 risques sur 10 de perdre. Ça, c'est l'AMF qui le dit, c'est l'autorité des marchés financiers. On a découvert qu'ils multipliaient les stories pour rentrer dans la tête des gens, pour lui dire « Je viens du même milieu que toi, je viens d'en bas de l'échelle, moi aussi. Tu vas voir, fais la même chose que moi. Regarde ma grosse bagnole, regarde ma belle villa, regarde tout ça. Tu vas gagner la même chose. Pourquoi tu t'emmerdes à aller taffer? Reste, viens, fais ça. » Sauf que lui, l'influenceur, à chaque fois qu'il va recruter quelqu'un, il est sûr de gagner parce qu'il va avoir une commission. Et la commission, elle peut être de 500, 600, 800 euros, donc supérieure à ce que va miser la personne.
Mais lui, il va gagner à tous les coups. Mais c'est ça la clé du mensonge en fait. C'est genre, hey, regarde comment moi je suis riche, voilà, clique sur ce lien. Mais c'est pas avec ce lien que moi je suis devenu riche. Pas du Donc tout. c'est ça le truc qui est complètement mensonger. C'est ça. Oui, alors, et en plus, si vous voulez, ce qui est vraiment complexe aussi, c'est que normalement, quand on fait la promo de produits financiers risqués, on doit avoir le tampon de l'autorité des marchés financiers. Il n'y a que des boîtes qui ont ce tampon-là, cet agrément, qui peuvent faire ça. Donc les influenceurs doivent absolument pas faire ça, c'est totalement illégal. Après, quand on fait de la promotion de produits financiers tout court, on doit mettre... Comme la banque vous met, toujours, attention, ce produit financier impose des risques et machin. Voilà. T'es au courant, mon gars, que le produit financier dans lequel t'investis est risqué, potentiellement. Ils le mettent pas, ou alors ils le mettent de manière microscopique en haut d'une chaîne Telegram, mais jamais dans leurs vidéos. Jamais ils vous disent, tu veux devenir riche comme moi, machin, fais du copy trading, mais je te préviens, t'as 8 chances sur 10 de perdre. Ils le disent pas. Ils le disent pas, donc voilà. Donc ça, on l'a découvert. Après, le multi-level marketing, moi je trouve que c'est un truc assez hallucinant, le fait que ces gens-là remplissent des zéniths entiers. Donc en fait, pour expliquer, c'est on se sert d'un client pour recruter d'autres clients. C'est ça. Et en fait, ceux qui sont les premiers à recruter, plus il y a des gens qui sont recrutés, plus ils vont gagner d'argent. Et ça diminue à mesure qu'on descend dans l'échelle jusqu'à n'être plus rien du tout en fait. Pyramide. Et la pyramide. Ceux qui sont en haut gagnent beaucoup d'argent, puis plus vous descendez... Je sais pas si j'ai très bien expliqué en fait. Si, c'est pas mal. Et plus vous descendez, moins vous gagnez d'argent. Donc pour rentrer dans la pyramide, il faut payer un abonnement à un truc de formation. Mais donc du coup, pour monter ensuite dans la pyramide, il faut recruter des gens qui eux-mêmes vont payer un abonnement et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc ce qui m'a complètement bluffé, c'est la capacité avec un disque. Nous, on a travaillé sur une société qui s'appelle Future Infinity. Je vais dire un truc factuel. La Mivilude, qui est l'organisme qui lutte contre les sectes en France, a averti et a alerté la DGCCRF, donc la répression des fraudes, en disant nous, on trouve que c'est quand même limite sectaire ce truc. Donc, allez enquêter dessus. Donc, il y a un discours de aujourd'hui, dans votre vie actuelle, vous êtes des vaches, vous faites partie du troupeau, vous êtes dans cette prairie. Moi, je suis devenu un rhinocéros. Vous aussi, vous pouvez devenir un rhinocéros. Et tous tes proches qui te disent que finalement, c'est bien d'être une vache au sein du troupeau, t'écartes pas du troupeau. Faut savoir casser les liens avec eux, rompre tout ça. Et ce qui est bluffant, c'est qu'il y a un zénith en face de gens qui sont happés. Happés. Donc ça dit un truc fou sur la société d'aujourd'hui aussi. Ça dit que finalement, les gens ne pensent plus qu'ils peuvent évoluer en bossant. En franchissant petit à petit les étapes de l'échelle sociale, de l'ascenseur social ou de l'escalier social, et en montant les marches les unes après les autres. C'est pas ça qui va vous faire réussir. Et c'est ça qui est flippant. Ensuite, on se dit que le message qui est envoyé aux gamins d'aujourd'hui, c'est l'ascension sociale, c'est pas pour vous. Donc, ces gens-là, ils ont beaucoup d'audience. Ils leur parlent aux gamins. Ou ils parlent aux gamins de banlieue, de campagne, de France périphérique. Tu veux sortir de ton milieu pourri ? Suis-moi. Sans effort, en plus, c'est ça. Sans effort. Et en plus, c'est ça. Sans effort. La fin des interviews dans Smalltalk, je fais toujours un moment qui s'appelle En vrac, et où c'est des questions qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, avec la choucroute générale, et qui peuvent paraître un peu bêtes. Quelquefois, il faut les prendre comme si elles n'étaient pas bêtes. Ces questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vos débuts de poser des questions, non pas parce que vous attendiez une réponse bien, mais parce que vous vouliez que votre interlocuteur vous trouve super ? Bien sûr. Tous les journalistes font ça. Et puis on tremble. Et puis on a la trouille. Moi, je dirais, ça m'a pris vraiment, en direct notamment, 5 ans d'avoir un chemin de fer de questions et d'en sortir complètement. De savoir écouter l'autre, rebondir, être perméable à tous les interlocuteurs qui soient politiques, artistes, footballeurs et tout ça. Ok, j'ai bossé mon interview, mais en fait, c'est lui qui va, à un moment, m'emmener sur des 5 ans. Donc oui, j'ai posé des questions. Alors pour dire, vous avez vu la question que j'ai posée ? Et puis pour m'entendre les poser en disant, je l'ai bien posée. Voilà, mais après, on n'écoute pas la réponse tellement on est content de la question qu'on a posée. C'est ça le problème. Est-ce qu'il vous arrive de vous trouver vaniteuse ? Je pense que je suis la moins bonne personne pour répondre à cette question, non ? En général, quand on est vaniteux, on s'en rend pas compte. On peut être lucide sur sa propre vanité, je pense. Mais alors...
Je vais vous répondre en essayant de dire que je pense que l'isolement provoque la vanité. Et que donc, plus on bosse en collectif, plus on est en remise en question permanente de son propre travail. Moi, je sors toujours des interviews en disant à mes équipes, là, en l'occurrence, Mathieu Robert, Sophie Le Gall, Manu Gagné, mais aussi à mes équipes d'envoyés spécial. Ça va, je vous ai pas trop déçu. Ça allait, c'est bien. Est-ce que c'est au niveau ? Est-ce que c'est au niveau de ce que tu espérais ? Et je trouve que du coup, s'imposer un jugement collectif tout le temps, et puis être capable de dire, ouais, je pense que celle-là... j'aurais pu peut-être le prendre comme ça, t'en penses quoi ? Ou tiens, c'est con que j'ai pas eu cette info parce que j'aurais pu le contrer comme ça. Et je pense qu'il faut combattre contre sa propre vanité tout le temps, c'est hyper important. Mais le collectif est la seule chose qui peut vous y aider. Comment est-ce que vous choisissez vos vêtements ? Alors, la plupart du temps, je les choisis pas. J'ai une styliste qui m'apporte des trucs. Faut que je puisse courir. Que je puisse que ce soit tout terrain. Sur l'antenne, il faut que ça apporte un peu de lumière, un peu de que ce soit. Mais quand vous êtes en dehors de l'antenne, pour vous, c'est vous qui choisissez. Je suis pas avec le pull du Père Noël et tout en ordure, mais pas. Non, j'exagère, mais non, je suis en polo, en pull, en sweat, en truc. Je fais pas du tout gaffe, pas assez. Ma fille m'engueule. Là, dernièrement, elle m'a dit arrête de mettre des jeans serrés en bas, ça se fait plus du tout. Mais voilà, donc c'est vrai je l'ai que c'est troublant quand on a connu le moment où c'était genre vraiment il fallait absolument que ce soit serré. Maintenant, non, faut nager dedans, sinon t'es un con. Voilà. C'est quand même... Merde. Oui, merde, je suis d'accord. Donc j'ai juste fait un effort sur flair en bas, pas sur le baggy, hein, parce qu'elle m'a dit ouais maman, t'achètes des cargos machin. Non, pas de cargo. Non. Est-ce que vous préférez avoir comme ami quelqu'un d'odieux, insupportable, désagréable, égoïste, arrogant, mais qui vote communiste, ou alors quelqu'un de hyper gentil, attentionné, généreux avec ses amis, serviable et doux, mais qui vote FN ? Et j'ai le droit de répondre aucun des deux ou j'ai pas le droit ? C'est un peu un tu préfères. Donc normalement la règle de tu préfères, c'est qu'il faut donner une réponse, c'est-à-dire il faut trouver le moins pire. Je vais dire odieux qui vote communiste. Ouais. J'essaierai de le faire changer. Oui, voilà, c'est avec l'espoir peut-être de. Est-ce que vous préfériez ne plus avoir le droit d'enlever vos vêtements jusqu'à la mort, ou ne plus avoir le droit d'en mettre jamais jusqu'à la mort ? Non, ne plus avoir le droit de les enlever. Oui. Parce que quand on est une personnalité publique, déjà on se fait photographier à longueur de temps par les iPhones, donc je pense que bon. Ça remettrait en cause un peu votre capacité à exercer votre travail. Oui, non, mais un peu d'intimité ne nuit pas non plus. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous préfériez peser 3 fois votre poids ou la moitié de votre poids ? Elles sont cons vos questions, hein. Mais il faut essayer de les prendre comme si elles ne l'étaient pas. La moitié, mais ni l'un ni l'autre, capitaine. Mais bien sûr, mais c'est le. Est-ce que tu préfères le truc de Pierre Palmade ? Est-ce que tu préfères cracher un rat à chaque fois que tu parles ou avoir une famille de canards qui te suit jusqu'à la mort à chaque fois que tu te déplaces ? Famille de canards, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de votre propre visage ? Alors, je pense que j'ai la chance d'avoir les pommettes de ma grand-mère et de ma mère. Ding ! Que j'ai le bol d'avoir les yeux bleu-gris de mon père, mais qui deviennent verts comme ma mère quand je pleure, et qui sont bleus, sinon bleu comme... l'océan. Comme moi. Oui. L'océan, faut pas exagérer quand même. Quelqu'un qui fait une métaphore de non, mais là on donne mes yeux, comment le définir ? Ouais, on est comme dans du Caroline de Monaco, là. Donc tout ça, c'est du beau mélange. Oui. Et puis après, comme tout le monde, je me vois dire, c'est pas super. Et en fait, mon boulot étant beaucoup un boulot d'image, je me suis rendu compte, mais depuis longtemps, qu'en fait, je me regarde très très peu dans les miroirs. Mais très peu. Et je pense que c'est un peu genre, c'est bon, je t'ai assez vu, quoi. Ça va, je t'ai assez vu, je sais à quoi tu ressembles, c'est bon. Voilà. Et du coup, je rentre dans un ascenseur, je me regarde pas. Dans mon miroir matin, je me maquille, mais du coup, on est comme ça collé à la tac, tac. Salut, je regarde pas le résultat final. Je le verrai plus tard à la télé, en fait. C'est ça. Oui, un peu un ras-le-bol du coup, mon image, elle m'appartient pas vraiment totalement.
À quelle fréquence est-ce que vous pensez à la mort ? Pas. Je sais qu'elle est là, je sais que ça arrivera. Et ça n'a jamais été ça a fluctué au cours de votre existence ? Non, ça a toujours été très peu. Non, c'est un truc. Je pense que c'est vraiment ma relation avec la nature. Je me souviens, mon père, quand on était petite, on se baladait et puis il nous montrait un squelette d'oiseau. Il dit, tu vois là, ce squelette d'oiseau, avant c'était un magnifique oiseau, il était en train de voler dans la forêt, c'était super et tout. Bon, là, c'est un squelette. Il est en train de se faire bouffer par la vermine. Mais ce qui est bien, c'est que ce truc-là, ça va être de l'engrais pour cet arbre, tu vois. Donc, tout ça, c'est circulaire. Et un jour, toi, tu seras comme cet oiseau. Donc, bon, voilà, ok. Ça vous ramène un peu... Oui. Et ça, c'était rassurant ? Parce que moi, ça me terrorise. Non, c'était plutôt inquiétant. Mais du coup, je pense que ça vous met complètement dans le cycle de la nature. Oui. Et donc, quand on est dans le cycle de la nature, on sait qu'on va mourir, on sait qu'à un moment, si on a du bol, des gens vous succèdent, mais on va de toute façon nourrir la terre, et que... De toute façon, on n'a pas de prise là-dessus. Ah non, donc, mais vous savez, les trucs, le lâcher-prise. Mais on n'a pas de prise. Donc, moi, il n'y a pas à lâcher prise, il n'y a pas de prise. Mais moi, je dis ça parce que les pensées sur la mort, elles sont jamais utiles, mais elles se convoquent un peu d'elles-mêmes, en fait, c'est ça ? Non. Je sais pas, je dois les chasser. Enfin, je dois les chasser. Disons que je dois pas leur laisser de place parce que je trouve pas ça utile dans la mesure où je peux pas y faire grand-chose. Je préfère essayer plutôt de remplir ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait dans votre vie et que vous regrettez ? Oh, plein. Ah oui. Est-ce que vous pouvez en citer une ? Ah non, plein. Un gros regret, c'est possible. Parce que les gens, ils disent oui, un tout petit regret, oui, j'aurais pas dû passer mes vacances en Croatie. Je dis, ça va, c'est pas ça comme regret. Ah non, un vrai moi regret, je pense. Un vrai regret. Non, je pense que même si je m'en suis pas rendu compte, blesser des gens facilement, quoi, pour rien, pour ça c'est nul, vraiment, ça c'est. Et je pense que je l'ai fait. Et je pense que c'est une connerie. Engueuler plus petit que soi parce qu'à un moment on est énervé et qu'il faut que ça sorte et qu'on passe ses nerfs sur quelqu'un, j'ai dû le faire, je l'ai fait, c'est certain, comme tout le monde. Et c'est nul. J'ai des gros regrets là-dessus. Et dans ce genre de situation... On n'est jamais le yogi intérieur qu'on aimerait... Enfin, pas jamais, mais on n'est pas toujours le yogi intérieur qu'on aimerait être, quoi. On est parfaitement et tristement humain. Voilà, il y a des moments où on est un peu nul. Et dans ce genre de situation, vous arrivez à le reconnaître et à vous excuser ou pas ? J'essaie, comme tout le monde. Là aussi, c'est des regrets où parfois on dit... on ne sait pas dire désolé, on ne sait pas revenir 2 heures après en disant je me suis comporté comme un con, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça, je te présente mes excuses, même si cette phrase-là elle est un peu cucu, mais voilà, faut... Moi je trouve que ça fait toute la différence. Il vaut toujours mieux ne pas être cruel, mais si on l'a été, ça change tout de le reconnaître, quoi. Donc ça. Et puis de pas savoir piloter un avion. De pas être monté sur la Lune. Oui. Je suis monté sur des volcans, mais pas les plus beaux. Oh. Donc, mais vous avez conservé la vie, du coup, ça, ce qui est pas contrairement au craft. De pas être chef cuisinier, de pas avoir été... j'aurais bien aimé travailler sur le vin. Oui. Ça, j'aurais adoré. Donc, c'est un regret. J'aurais bien aimé être chef en cuisine. J'adore faire la cuisine et je suis. Il y a pas longtemps, j'ai interviewé Anne-Sophie Pic. Respect, madame. C'est des créateurs. Ne pas savoir peindre. Et voilà, en gros. Ça fait un certain nombre de regrets. Alors, il y en a qui sont atteignables. Vous pouvez apprendre à conduire un avion. Oui, je me suis dit que quand je bosserai moins, je ferai de l'œnologie, ça c'est sûr. L'avion, sûrement. La bouffe, je ne serai jamais chef, mais je vais continuer. Mais il y a... Ah oui, non, il y a aussi un truc, un vrai regret. J'adorerais parler 7 langues. Et je parle bien anglais, très mal espagnol, j'ai oublié tout mon allemand, j'essaie de parler correctement français. Mais voilà, donc ça aussi, je m'y mettrai plus tard. Cette langue, il faut vraiment une vie de travail pratiquement à plein temps, je pense, pour les apprendre correctement. Une autre. Voilà. Élise Lucet, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk.
Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? On a plein de dossiers là, ça va. Ouais. François, le premier amour, etc. Avec ses cheveux, toutes les couleurs. Luc. Ah, c'était Luc qui était Avec les cheveux, toutes les couleurs, François, c'était à la Ah, main. mais François, C'est toute une chronologie. On va vous envoyer la chronologie d'amour. C'était rigolo parce qu'effectivement, c'est des questions qu'on ne pose jamais, mais il faut être un peu en confiance.